Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Avouons-le, on a tous des idées reçues sur le voyage à vélo, en bien comme en mal d'ailleurs. Mais que se passe-t-il dans la réalité ? Pour le savoir, on a directement demandé à 4 voyageurs, Emma et Mathieu, Sandra et Jordan, de nous raconter par leur expérience les coulisses du voyage à vélo, du mythe à la réalité. On a enregistré 2 épisodes, celui-ci est le premier. On parle de la préparation du voyage, de l'itinéraire, du matériel, des rencontres. Attention bien sûr, petit disclaimer, vous vous en doutez, il est impossible de faire d'une expérience une vérité absolue. Emma, Mathieu, Sandra, Jordan nous parlent de leur voyage, de leur expérience sur les routes de l'Europe. Et bien sûr, chaque expérience est différente. Mais si cet épisode peut servir à vous rassurer, à vous inspirer, à vous motiver, alors c'est qu'on a tout gagné. Alors bonjour, moi c'est Emma, je me dirige vers l'enseignement, plus ou moins, et j'ai 25 ans. Moi c'est Mathieu, j'ai fait des études d'ingénieur dans le bois, donc je me dirige moi du côté de la construction et de l'éco-construction plutôt. Moi c'est Jordan, je sors de l'enseignement et je me dirige vers une nouvelle vie qui s'annonce plutôt orientée famille. Et moi c'est Sandra, donc bonjour à tous. Moi j'ai 37 ans et je suis dans l'éducation spécialisée. Vous avez tous un point commun, vous êtes de couple et vous avez réalisé un voyage à peu près similaire à vélo sur les routes de l'Europe. Pour commencer, donc on va essayer de comprendre un peu votre projet de voyage. Pourquoi ce voyage à vélo ? Dans quel état d'esprit vous étiez avant le voyage ? Emma, Mathieu, qui étiez-vous avant le voyage ? Pourquoi ce voyage ? On se connaissait déjà depuis plusieurs années et je pense qu'on avait un peu des envies de voyage tous les deux, chacun de notre côté, avant de lancer ce projet. Et en fait, nous, c'est très bien tombé, on a fini nos études en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti, on n'avait aucune attache, ni de travail, ni d'appartement, rien qui nous retenait. On avait cette envie commune, donc on a pris une année ensemble pour voyager. Est-ce que vous étiez déjà un peu sportif ? Est-ce que vous avez déjà fait du voyage à vélo avant ? Oui, on était déjà sportifs et c'est pour ça qu'on a choisi le voyage à vélo. En fait, nous, notre projet, il a été très brouillon. On l'a très peu préparé, très vite, parce que pendant longtemps, ça a été l'idée de partir en stop. Et en fait, ça ne nous correspondait pas pour plein de raisons différentes. Et du coup, on s'est tourné sur le vélo parce que en fait, c'était ce qui nous correspondait le plus. On en avait déjà fait en Irlande, en Bretagne, pendant quelques temps. Donc on s'est tourné vers le vélo assez vite. 2 semaines avant de partir, en fait. Oui, on parlera de votre préparation juste après. Alors nous, c'est un peu différent, on se connaissait peu. On s'est connus à peu près un an et demi avant le départ. On avait chacun de notre côté ce moyen de locomotion au quotidien qu'est le vélo et des petites expériences de voyage à vélo, chacun aussi de notre côté, avec des amis sur des petites périodes et en France. Et moi, pour ma part, j'avais très envie de passer les frontières pour pouvoir en découvrir plus et le voyage à vélo me plaisait beaucoup. Donc j'avais ça en tête, mais sans avoir trouvé quelqu'un avec qui partir lointain. Jusqu'au moment où on s'est rencontrés et on a vu que qu'on avait un peu cette même envie. Un peu de temps après notre rencontre, lors d'une après-midi intime au bord de la rivière, j'ai annoncé à Sandra que j'avais un rêve de longue date qui était de traverser par voie terrestre, donc de rejoindre de l'Europe jusqu'au sud-est de l'Asie. Ce rêve, que le concrétiser en vélo m'attirait énormément et j'ai proposé à Sandra parce que j'ai senti qu'on était sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et que c'était la personne avec qui j'avais envie de concrétiser ce projet. Et ce projet finalement n'était pas que le mien, mais était le nôtre, même si tu n'avais pas spécialement cette destination géographique en tête, il y avait cette idée d'un voyage long terme en vélo et du coup ça a collé. Et comment on prépare un voyage comme ça aussi gros au niveau du matériel, de l'itinéraire quelle est la part de ce qu'on doit prévoir et de ce qu'on laisse à l'imprévu ? Comme Emma l'a dit dans l'intro, finalement il y avait quand même une grosse différence entre la façon dont vous avez
entamer votre voyage et votre préparation et la nôtre. Pour faire un laïus rapide sur nous, notre façon de faire, pendant l'année avant le voyage, la moitié de nos discussions tournaient autour de la préparation du voyage. Bon, peut-être que c'était un peu excessif, mais ça a été notre façon de faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. Enfin, c'est pour ça que vous êtes là tous les 4, c'est comme ça on peut comparer un petit peu les points de vue. Du coup, vous, c'était 2 semaines avant Non, un an avant, on en parlait déjà, hein, ça durait très longtemps, c'était un truc qu'on avait dans la tête. Ça faisait 1 an qu'on savait qu'on voulait partir, mais on s'était mis l'idée qu'on voulait y aller en stop parce qu'on avait entendu parler, toi t'avais accueilli des stoppeurs qui étaient allés jusqu'en Iran, il y avait cette idée. Et du coup, le stop, ça se prépare pas, quoi. Donc, c'était grisant et confortable de se dire, c'est vrai. Voilà, on arrivera ce qui arrivera. Et en fait, moi, je suis partie marcher pendant longtemps, pendant l'été. Et en fait, j'ai vu que moi, j'arriverais pas à rester sur la route, à avoir les voitures. Du coup, on est arrivé à la fin de l'été. Et moi, je dis, mais en fait, moi, en septembre, je peux pas du tout partir sur la route. Je peux pas dépendre autant des voitures, du trafic. Il me faut un minimum d'organisation, j'aime bien planifier, là j'ai bien aimé marcher et anticiper mes étapes. Du coup on a un peu tout repensé. Et l'avantage du vélo, c'est que ça offre aussi une liberté immense comparée à du stop. C'est qu'on s'arrête quand on veut, on va où on veut, on part quand on veut. En stop, on est très tributaire des gens qui nous prennent. Donc on n'osera pas aller en campagne de peur de se retrouver coincé sur une route où il n'y a personne. Oui, des axes principaux. Aller en centre-ville, il faut marcher 5 km entre des centres commerciaux, donc en fait c'est quelque chose qui nous correspondait moins, et donc on a eu ces 2 semaines de gros rush de préparation juste avant le départ, où du coup on avait nos vélos qui n'étaient pas prêts, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de route précise en tête, on partait d'un peu rien. Donc nous on va pas donner de été... conseils sur la préparation, ne nous écoutez pas. Ça peut rassurer les gens. Oui, on peut retenir que ça marche quand même. Et en fait, une fois qu'on est lancé, nous, la chance qu'on a eue, et qui était aussi choisie, c'était de commencer par l'Europe. Et en fait, ça laisse quand même... on reste dans un environnement très confortable, où les petits ajustements auxquels on n'avait pas pensé avant, on a tout loisir c'est en cours de route. Et côté matériel, moi, j'ai l'idée que pour faire un voyage comme ça, il faut avoir le meilleur vélo, le meilleur matériel. Et vous me disiez que c'était pas du tout votre cas. Comment vous avez fait un peu du coup, vos 2 expériences niveau matériel de voyage? Alors nous, on est beaucoup dans la récup, la seconde main et les bons plans. Donc on a fait déjà avec ce qu'on avait, avec ce qu'on a trouvé et ce qu'on a trouvé aussi sur le Bon Coin ou la seconde main. Donc moi, pendant toute l'année, connectée au Bon Coin pour pouvoir avoir les meilleures affaires suivant les recherches de quelle selle, quel guidon, et tout le matériel qu'il nous fallait. Donc grâce au temps pris pour pouvoir trouver des bonnes affaires, on a pu faire des bonnes affaires et dépenser peu d'argent. Pour compléter le propos de Sandra et revenir aussi un peu en amont, nous on avait beau se préparer 1 an en avance, comparé à tous les autres cyclo-voyageurs qu'on a croisés sur notre route, dont Emma et Mathieu, on estime qu'on avait les vélos les plus cheap. Alors qu'on s'était préparé 1 an en avance. Donc je ferme la parenthèse. Sur l'équipement, j'aurais tendance à dire qu'il faut évidemment porte-bagages solide. Nous on a fait le choix d'avoir avant et arrière, ce que font la plupart des cyclo-voyageurs, mais c'est pas une fin en soi. Et une selle confortable avec un trou au milieu de façon à ce que on n'ait pas le périnée de comprimé. Et avoir en soi un bon système de transmission, c'est-à-dire que tes vitesses passent bien et que tu puisses mouliner, c'est-à-dire pouvoir monter des côtes. Je pense que le plus important c'est ça. Évidemment, si tu as un cadre léger avec des portes lourdes high-tech, c'est mieux. Mais le plus important, c'est d'avoir un vélo qui va tenir la route, des roulements qui vont bien et de quoi porter du matériel. Si on a souhaité faire ce podcast et en parler, c'est parce que il y a tout un imaginaire autour du voyage à vélo et que nous, on s'était renseigné un peu sur plein de sites, de blogs qui partagent leur vécu et qu'il y a beaucoup de gens forcément qui partent avec les meilleurs vélos, les meilleures choses. Et nous, du coup, on s'est mis beaucoup la pression, c'était compliqué. Et en fait, là, on s'est aperçu que
En fait, on croisait plein de gens qui n'avaient pas du tout les bons vélos, qui s'en sortaient très bien quand même, qui n'avaient pas forcément les meilleures préparations, le meilleur matériel. Et nous, du coup, on est partis avec, pareil, de la seconde main. On a fait le choix de partir léger, on n'avait pas forcément les super marques, etc. Et en fait, ça a vraiment fonctionné très bien. Il y en a qui ont besoin d'avoir un super vélo pour être peut-être rassurés aussi. Par contre, je rejoins ce que disait Jordan sur la selle. C'est très très important. Moi, je suis partie avec une selle pourrie parce que je faisais déjà beaucoup de vélo et j'ai eu très très mal aux fesses. Du coup, arrivé en Turquie, il a fallu changer. Donc, il y a quand même des impératifs, comme tu disais. Voilà, un bon porte-bagages, des sacoches qui tiennent la Ça m'a route. quand même rassuré de voir qu'on n'est pas obligé d'avoir le matériel le plus cher pour pouvoir Non, du partir. tout. Et au niveau de la préparation physique aussi, est-ce qu'il faut être un... Bon, il faut avoir un minimum quand même, j'imagine, mais est-ce qu'il faut être un super sportif à la base ou pas tant? Moi, je pense pas. Non. Je pense que ce qu'il faut, c'est être à l'aise à vélo. Tant qu'on se sent sécurisé et qu'on a envie de pédaler, je pense que c'est le minimum. Après, j'imagine que si on est zéro sportif, peut-être qu'un petit entraînement sur le vélo pour se réchauffer un peu les cuisses, oui, peut-être. Mais nous, vu que c'était notre moyen de locomotion depuis des années, on n'a pas eu besoin de se former plus, quoi. En fait, on se forme forcément un petit peu dans les premiers moments du voyage, Oui. mais rapidement, on a un rythme de croisière qui est très confortable et on trouve aussi notre repère et notre rythme aussi d'organisation des journées pour que ça soit pas trop intense et que ça reste agréable. Et est-ce que vous êtes obligé par moment quand même de passer par des chemins difficiles, des cols, des moments vraiment difficiles où c'est possible de rester que sur des routes assez plates? Si on choisit de faire le pourtour nord de l'Europe, on peut éviter les montagnes. Évidemment, en passant dans des zones géographiques comme les Balkans, la Turquie, l'Iran ou plein d'autres lieux sur la planète, il y a des endroits où le relief est obligatoire et on ne pourra pas y échapper. Après, c'est aussi en fonction des envies de chacun et chacune que tu choisis un itinéraire qui te correspond. Je pense qu'il y a des personnes, ça leur va de faire un voyage juste en Hollande, Belgique, nord de l'Allemagne, où c'est particulièrement plat. Voilà, c'est une histoire aussi de goût et couleur de chacun, chacune. Par exemple, pendant le voyage, nous, on s'était mis beaucoup la pression sur le fait qu'il fallait absolument qu'on parte maintenant parce qu'on a 25 ans, que c'est là où on est les plus sportifs, qu'après on partira plus quand on aura des enfants, que machin truc. C'est pas du tout vrai. On a croisé beaucoup de familles, on a croisé beaucoup de personnes âgées, et en fait, le vélo, c'est un moyen comme il y en a 15 000. En fait, c'est une voiture, et en fait, en voiture, tu peux faire des trajets quotidiens, tu peux aller au bout du monde, mais comme tu peux faire des trucs très simples, le vélo, t'en fais ce que tu veux. Il y en a qui font du VTT de montagne, qui ont fait que du bikepacking, gravel, machin, dans les montagnes, c'est-à-dire des trucs hyper itinérants, hyper sportifs. On a croisé, c'est très chouette. Il y en a qui faisaient 5 km à la journée. On a croisé le couple qui vous a accueilli aussi, là, Chuck et Suzanne, en Albanie, qui avaient des vélos à 3 roues et ils roulaient tout doucement et ils faisaient du 20 km par jour, tranquillement sur du plat. Vous, c'était combien à peu près de kilomètres par jour? Ça fluctuait beaucoup, Oui. franchement. Je pense que vous comme nous, on doit être sur une moyenne, les jours où on roule vraiment, une moyenne autour de 55 km. Les jours où on roule. Ouais. Nous, Nous, on a par toujours exemple, roulé plus, mais parce qu'on se lève plus tôt. Sinon, on avait ce truc de plus de temps, je pense. Nous, sur notre calcul qu'on avait fait, ça fait représenter en 11 mois 11 000 km à peu près. Et si on divise par jour, ça fait à peu près 33 km par jour. Oui, Sauf nous, on a que le même résultat. Je pense. Et du coup, ce qui fait que 33 km, ça c'est la moyenne qui comprend les jours où on fait 0 km. Où on visite les villes. Ben oui. Et On du bouge coup, les jours où on roule vraiment, je pense qu'on devait être sur une moyenne de 50 km, vous comme nous, je pense à peu près, peut-être vous un peu plus. Peut-être Oui, on roulait plutôt plus. 60-70. Ok. Mais par contre, pareil, on faisait à peu près 1000 km par mois. Ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, il y a des temps de pause On dans les s'arrêtait villes, des beaucoup. temps où on hébergeait chez des gens. Oui, c'est pas du vélo on pendant visite, 10 mois. Non. Non. Certains font ça, c'est aussi quelque chose qui existe, de faire 200 km par jour et d'essayer de voir le plus de pays en le minimum de temps. Nous, c'était quelque chose de beaucoup plus lent qu'on a choisi. Voilà, le vélo, c'est vraiment ce que t'en fais. Vraiment d'avoir croisé des familles
Et en fait, les petits, on peut pas les qualifier d'ultra sportifs, même s'ils sont sportifs, mais je veux dire, ils ont pas d'entraînement ni rien. Et pourtant, il y a une famille de Grenoblois qu'on a croisés en Arménie. Les petits, ils grimpaient des cols. Et en fait, parce qu'ils y allaient à leur rythme, tout doucement. Enfin voilà, tout est possible, je crois. Il faut Et ils juste étaient pas tirés se par mettre- leur papa aussi. Qui galéraient beaucoup, mais bon. Je vais vous donner l'anecdote de mon père, lui qui a débuté le voyage à vélo à 55 ans, parce qu'il a rencontré une femme qui faisait des petits voyages à vélo, et du coup son premier road trip à vélo d'une semaine, il l'a fait à 55 ans, sans avoir d'entraînement, sans faire de vélo dans son quotidien. Bref, c'est pour dire qu'en effet, il n'y a pas spécialement besoin d'une préparation, en tout cas pour du voyage plaisir. Après, voilà, comme disait Mathieu, il y a des personnes qui sont dans un défi sportif où peut-être que c'est pas le terme adapté, mais qui vont vouloir faire 100-150 km par jour. Bon, là, oui, peut-être qu'en effet, ça nécessite une préparation. Mais pour nous, ce qu'on a entrepris, l'idée de voyager et de prendre du bon temps, j'aurais tendance clairement à dire que je rejoins Sandra, il n'y a pas besoin d'entraînement, il y a juste besoin d'être à l'aise sur un vélo. Et du coup, là on a parlé un petit peu de votre itinéraire globalement, mais il me semble que vous avez pris l'Eurovélo 8, donc il y a celle qui longe la Méditerranée. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette Eurovélo-là, pas une autre? Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors nous, il me semble qu'on avait choisi l'itinéraire avant même de savoir qu'il y avait l'Eurovélo 8 qui passait par là. Tout simplement parce qu'on partait fin septembre, donc l'hiver approchait. Et en fait, rester le plus au sud et le plus proche de la mer, ça permet d'éviter les températures extrêmes qu'il y a dans le centre de l'Europe. Puis ça passait par beaucoup de pays qu'on avait envie de voir, c'était assez logique. Et on avait envie d'aller vers l'est. Et en fait, c'est une route qui est très empruntée, c'est celle qui est la plus directe vers Istanbul, la Turquie. Mais nous, ça nous semblait assez... spontanément, c'est par là qu'on s'est engagé. Parce que vous êtes parti de Toulouse, et l'objectif à la base, c'était la Turquie. Oui. Ok. En fait, il n'y avait pas vraiment d'objectif. On voulait faire un an de vélo. Peut-être, on s'était dit, aller jusqu'en Turquie et faire le nord de l'Europe. Mais déjà, la Turquie, ça nous semblait inatteignable. Moi, je suis partie en ayant beaucoup de doutes, en mettant beaucoup de pression. Et moi, je pensais pas trop qu'on irait jusqu'en Turquie. Et au final, vous êtes allé jusqu'en Iran. Oui, et en fait, vraiment, en tout cas en passant par cette Eurovélo 8, qui n'existe pas, en fait. Oui, c'est ça. On va arrêter cette supercherie. Le tracé existe, en fait, elle est répertoriée. Sur les cartes. Elle existe techniquement, mais elle n'est pas tout à Fléchée. fait construite, elle est très peu indiquée. Donc, l'itinéraire sur Internet, on peut le trouver. Il y a plein de choses qui sont là pour guider, mais globalement, il n'y a pas forcément de pistes cyclables partout. Donc, c'est un bon guide, c'est une bonne indication, on va dire. Il ne faut pas C'est ça. s'attendre à avoir une jolie voie Non. vélo du A à Z, pas Oui. du tout. Non. On se perd, on perd le peu de tracé qu'il y a, on le perd à chaque village, à chaque ville. Manque de panneaux, manque d'indications. Oui. Puis c'est un tracé sur des routes déjà existantes. Voilà. C'est pas une piste cyclable qui est dédiée Oui. à cette Et route-là. vous roulez avec les voitures. Oui. Oui, c'est oui. pas trop dur, ça? Ça dépend des pays. Il ne faut pas le faire en Grèce. Moi, j'ai pas... Oui. Je trouvais que la conduite en Grèce, c'était difficile. Mais sinon, ça dépend des pays. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des pays qui vous ont paru plus adaptés? Par exemple, si là, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire un voyage en Europe à vélo, mais sans faire comme vous avez fait un grand tour, est-ce que vous auriez un pays ou une région à conseiller? On peut peut-être déjà donner des conseils, Bien sûr. déconseiller des lieux plutôt. Oui. Donc comme ça, ça me permet de parler aussi de l'Eurovélo 8 que je vais largement critiquer. Avec plaisir. Donc Eurovélo 6, ça existe, ça allonge le Danube jusqu'à la mer Noire. Ça c'est, je pense, la plus aboutie des Eurovélos européennes, où vraiment tu as une continuité cyclable et c'est bien fléché, tu te perds pas et tu peux éviter les voitures sur la moitié du tronçon. Eurovélo 8, comme l'ont dit mes collègues, mes amis plutôt, eh bien, il y a des panneaux une fois de temps en temps, et puis tu es sur la route. On se dit, ah tiens, on est là. Et qui plus est, tu es sur le pourtour méditerranéen sud, donc des lieux très denses en termes de construction, où il n'y a pas eu de politique publique forte pour
permettre un aménagement cyclable dédié. On entend, tu croises un panneau, mais tu restes sur la route qui longe la Méditerranée. D'autant plus que j'aurais tendance à déconseiller l'idée de faire l'Eurovélo 8 dans son entièreté, parce que ça longe le pourtour méditerranéen dans sa quasi-totalité. Donc tu fais des détours en permanence. Le littoral, c'est pas tout plat, c'est un ensemble de crochets. Et du coup, en fait, en permanence, on fait 2 km sur l'Eurovélo 8, enfin sur ce qui est fléché comme l'Eurovélo 8, puis après 3 km ailleurs, puis après 5 km, puis l'Italie, bon, bah, on va couper carrément, on va pas faire tout le tour de la botte italienne non plus. En Grèce, c'est pareil, ça fait tout le tour de la Grèce quasiment. Bon, bah, c'est pas, si tu veux rejoindre la Turquie, c'est pas spécialement très intéressant de faire tout le tour de la Grèce. Après, ce qui est intéressant, c'est de découvrir la Grèce là où tu as envie d'aller, bien sûr. Et du coup, pour revenir sur ce que je déconseille, personnellement, donc vous, ça a été la Grèce peut-être qui vous a le plus choqué en termes de circulation. Moi, c'est le sud-est de la France, où j'ai trouvé les gens très agressifs en voiture. À partir d'où à peu près dans le sud-est? J'irai après la Camargue. Ok. Quand on rentre dans le PACA, vraiment, il y a un côté, les gens ils roulent vite, il n'y a donc pas d'espace vraiment dédié pour les vélos, et tu sens que la bagnole a sa place et le vélo doit s'écarter. C'est un peu comme ça que moi je l'ai interprété, chose que j'ai pas trop ressentie sur la suite du voyage et dans des pays pas du tout cyclistes, comme la Bosnie, comme la Grèce, comme la Turquie, qui sont pas du tout des pays de cyclistes, mais pourtant j'ai pas ressenti d'agressivité de la part d'automobilistes. Alors bien sûr que dans des villes, la conduite de manière générale en ville est agressive. Route de campagne dans tous ces pays-là, de la suite, donc à partir des Balkans jusqu'à la Turquie, j'ai pas ressenti d'agressivité automobiliste. Là où dans le sud-est, tu te fais doubler dans des virages où il n'y a pas de visibilité et tu te fais engueuler en même temps. Dans les Balkans, il y avait beaucoup de klaxons. Au début, on se disait « Ah mince, on fait chier les automobilistes, mince, qu'est-ce Ils qu'on nous fait ?» engueulent encore. Ils nous engueulent encore. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est là où on a découvert qu'en fait, ils nous faisaient juste un petit « Attention, je passe, bonjour, un coucou ». Et en fait, le klaxon est devenu quelque chose de sympathique et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout là, à notre retour en France. C'est agressif le klaxon. Si on nous klaxonne en France... C'est jamais pour dire coucou. Ou alors c'est que c'est ta mamie qui est dans la voiture. Bien sûr. Mais en Grèce, moi je reviens sur ce que je disais, on n'a pas du tout senti d'agressivité. Par contre, moi c'est les seuls endroits où je me suis sentie un peu en danger sur la route ou en Iran. Dans les deux cas, c'est juste parce que les gens roulent très vite. Moi j'ai trouvé qu'en Grèce, ils roulaient très vite. Et en Iran, ça a été infernal de à quel point les gens roulaient vite. Mais ils s'écartaient énormément. Enfin, on s'est jamais senti en insécurité. Mais en Iran, c'est des routes immenses, très droites. Et quand on entend la voiture au loin qui arrive, parce qu'on entend une voiture qui va vite, dans l'oreille, t'es jamais serein, en effet. Oui, tu jettes des coups d'œil en arrière de temps en temps. Mm. Ça me fait penser à une anecdote qu'on a eue en Albanie. On était avec 2 autres amis qu'on avait rencontrés en route. Et en fait, on roulait tous côte à côte, donc on prenait toute la largeur de la route. Et on s'est aperçu au bout de peut-être 10-15 minutes comme ça qu'il y avait une voiture derrière qui attendait, qui en met à 1 km/h à notre rythme, qui avait plein klaxonné, qui attendait qu'on s'écarte. Et on l'a vu vraiment au bout de 10 minutes à rouler, on s'est dit oula, poussez-vous. Et en fait, elle devait pas être pressée et non, elle voulait pas déranger. Elle a doublé en faisant un coucou et il y avait vraiment pas de... C'est des cyclistes, ils vont faire leur truc et moi je vais tourner plus tard, enfin hyper tranquille, quoi, ils roulent, c'est chouette. Là tu fais ça dans le sud-est de la France, t'as de fortes chances de te recevoir un déchet sur la figure. On n'est pas passé dans cette zone, justement on a bifurqué à partir de la Camargue. Donc. Ok. Vous êtes passé par où vous après la Camargue? On a remonté par la Via Rona, c'est-à-dire c'est en suivant le Rhône en fait, jusque vers Grenoble. Et nous après on est passé un peu plus au nord, mais du coup voilà, nous on n'a pas eu cette zone-là, donc on n'a pas eu ce ressenti, mais à propos de la dangerosité en vélo, voilà, là où il y a du trafic, par exemple, on s'est fait très peur pour passer les Alpes en fait, parce qu'il y a énormément de trafic routier, donc des gros camions qui roulent à toute berzingue sur la route et il n'y a pas du tout d'espace cyclable. Donc nous, on s'est fait peur quelques fois. Je pense que ça, il faut faire attention, surtout en famille. Enfin, je pense que il faut se lancer dans des itinéraires en regardant un petit peu quand même, en balisant un petit peu certains itinéraires quand c'est routier. D'ailleurs, dans les tunnels, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à partir d'à peu près 800 mètres ou 1 km de tunnel, c'est totalement noir au milieu.
Et donc, même si on a nos lumières qui clignotent à fond, les gens ne sont pas habitués en fait à croiser des vélos dans les tunnels. Donc nous, on voit les phares au loin, on voit très peu ce qui se passe au sol parce que c'est très mal éclairé. Et en fait, on serre les fesses et on trace en regardant le bout du tunnel, justement. Et on roule vite. Et on roule vite. Pour sortir le plus vite possible. Voilà, proches l'un de l'autre aussi, pour pouvoir que ça fasse un seul dépassement et pas deux. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant, les tunnels, vis-à-vis de ça, quoi. C'est dangereux. Sachant que nous, particulièrement, je pense que comparé à beaucoup d'autres cyclo-voyageurs, on n'était pas, donc nous, Sandra et Jordan, on n'était pas spécialement dans une recherche de l'Eurovélo 8 ou le parcours cyclable, mais on était quand même dans un côté, un souci, on a envie de tracer, on a envie de voir des jolis lieux, et si entre-temps on va devoir se taper 10 km de route pas terrible, mais que ça nous en fait gagner 30 ou éviter un col à 800, on avait tendance à choisir cette option. Ce qui, j'ai l'impression de l'échange que j'ai avec d'autres cyclo-voyageurs, on est peut-être ceux qui avons plus fait ça, et c'est pas spécialement un conseil que je donnerais à des familles. Mais du coup, pour donner un exemple, au Monténégro, on a évité un col de... Je pense qu'on a évité 600 mètres de dénivelé, voire peut-être plus, la Serpentine, qu'on n'a pas pris. Et nous, on a choisi l'option tunnel. Là, le tunnel... C'était une erreur. Je savais même pas qu'il y avait un tunnel en fait. Mais en fait, toutes les applications de calcul d'itinéraire, forcément, toutes elles te disent mais jamais tu passes par là, c'est interdit. Et du coup, nous on est passé par là. Et là, en effet, comme disait Sandra, tunnel super long avec des turbines pour extraire l'air, donc qui donne un bruit industriel très particulier, des trous tous les 800 mètres. Ou non, tous les 150 mètres ou un truc comme ça. Et tu vois pas venir. Que tu vois pas venir parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. On crie à celui derrière, attention, un trou, on a un trou, parce qu'il y a des turbines. Et c'était, on est sorti du tunnel, on s'est arrêté sur le bas-côté, on a fait waouh, on a passé ce tunnel. Et en plus, cette serpentine était magnifique apparemment. Mais ça aurait été de l'ascension et qu'on avait voulu s'éviter à ce moment-là. Voilà pour ce que j'avais. Et si, oui, autre chose à dire sur les tunnels, tous les pays ne sont pas égaux vis-à-vis des tunnels. Oui. La Norvège, par exemple, c'est réputé pour des éclairages à l'entrée et à la sortie du tunnel où le cycliste vient appuyer, allumer la lumière et à la sortie, appuie pour éteindre la lumière. On a vu un tunnel comme ça en Serbie et le temps qu'on capte cette information, on était déjà entré dans le tunnel et du coup on n'a pas profité de cet aménagement. Sur l'Eurovélo 8, nous on n'était pas du tout dans la recherche de suivre un itinéraire, mais on a choisi de suivre un petit peu ça au début, parce que le voyage à vélo c'est beaucoup d'imprévus, c'est beaucoup de souplesse d'adaptation. En fait la route elle change tous les jours, l'itinéraire change tous les jours, la météo, les rencontres, la fatigue. En fait on prévoit des choses qui n'arrivent jamais, ou alors il va se passer des choses qu'on n'avait pas prévues, enfin bref, voilà. Et partir avec cette idée d'itinéraire, c'est sécurisant en fait. Ça donne une ligne directrice. Ok, on part à l'est, ok, on suit un peu l'Eurovélo. Donc, il y a déjà tellement de choses à anticiper dans du voyage à vélo, des imprévus de tous les jours, que je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Enfin, nous, en tout cas, beaucoup de cyclos qu'on avait croisés étaient partis sur l'Eurovélo 6, l'Eurovélo 8, même si elles sont pas super, parce que ça donne un démarrage. Il n'y a pas forcément à réfléchir à l'itinéraire, il y a déjà quelque chose qui a été un peu pensé, donc c'est un bon lancement. Voilà. Après, effectivement, elles sont pas bien, moi je trouve, pensées. L'Eurovélo 6, si, elle est très aboutie, mais l'Eurovélo 8, pas du tout. Donc après, voilà, il faut savoir que de toute façon, on fait sa route tout le temps. Il y a pas, le trajet n'est pas fait, quoi. Il faut en permanence repenser son truc. Ça permet juste, de donner une petite ligne d'indication. Ça enlève l'embarras du choix, oui. C'est ça. Parce que sinon, on est un peu... Il y a trop de routes, il y a trop de choses à voir partout, et c'est bien d'avoir un fil rouge. Du coup, pour faire l'itinéraire, est-ce que vous vous aidez plutôt d'applications ou de cartes Comment vous vous débrouillez un peu même pour le suivre une fois que vous êtes sur le vélo pour pas vous perdre? Alors nous, en amont, déjà chaque soir, on voyait le trajet qu'on allait faire le lendemain, plus ou moins. Et avant chaque pays, on se disait, tiens, par où on veut passer? Toi, tu veux passer par où? Moi, j'aimerais bien voir ça. Tel site que j'ai envie de voir, telle ville. Surtout nous, en lien avec nos visites. Les visites de villes, les visites de monuments, les visites de coins naturels qu'on a envie de voir. Et suite à ça, on se fait le tracé plus ou moins grossier avant de rentrer dans le pays.
Et chaque soir, on voit par où on passe pour le lendemain. Et après, sur le moment, sur le vélo. Quand même, il faut dire qu'il y a eu un moment où moi, je suis très féru de cartes, je suis pas trop smartphone. Et donc, je suis parti avec un téléphone smartphone, mais sans accès à Internet. Moi, j'étais convaincu que j'allais utiliser des cartes, puis que j'allais me noter chaque soir qu'on doit passer par tel endroit, parce que j'avais pas envie d'avoir en visuel toujours un téléphone avec un itinéraire. C'est quelque chose que je ne voulais surtout pas. Mais on a quand même téléchargé des fonds de cartes. Donc nous, on fait la promo d'une appli qui s'appelle Mappy.cz, Mappy avec un seul P. .cz, c'est tchèque. Donc pas le Mappy français que plein de personnes connaissent. Et voilà, et qui te calcule des itinéraires piétons, cyclistes, voitures, mais aussi de canoë. Mais ça n'est efficient qu'en Slovaquie et en République tchèque, pour le coup, sur le calcul d'itinéraire en canoë. Bon, évidemment, on n'a pas profité de ça. On a fait vélo et pour les randos. Et en vrai, sur cette appli, ça utilise les données de OpenStreetMap, qui est des cartes collaboratives que tout le monde peut renseigner. Donc, qui me semble très bien renseigné et surtout correspondre à mes valeurs éthiques. Je fais une parenthèse, mais j'ai souvenir d'un voyage au Kenya où Google Maps avait renseigné mais trop mal le nom des rues. On sentait un je m'en foutisme, il n'y avait pas de KFC à renseigner, donc les noms des rues ne correspondaient pas, etc. Moi, j'étais figé sur la carte et du coup, j'arrivais pas à me repérer, mais en fait, la carte, de manière générale, était mal faite. OpenStreetMap, c'est fait, c'est complété par les gens du coin, donc ça limite quand même les erreurs, surtout quand on va dans des endroits reculés où il n'y a pas de commerce. Donc, Mappy.cz, très bien, ça calcule les dénivelés, une estimation du temps de trajet, ça peut te renseigner un peu sur les asphaltes, mais pas trop. Et la version au-dessus, que beaucoup d'autres cyclos utilisaient, c'était Komoot. Mais il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite de Komoot est moins aboutie que la version gratuite que Mappy.cz, qui est totalement gratuit. Par contre, la version payante de Komoot est bien plus aboutie, où il y a vraiment des indications très précises sur le type d'asphalte. Des pourcentages aussi de dénivelé. Ouais, beaucoup plus précis. Ça, c'est ce qui nous manquait sur Mappy.cz pour prendre vraiment des bonnes directions et des bons choix. Ouais. Et du coup, sinon, concrètement, comment on faisait? Donc moi, au bout d'un moment, j'ai compris qu'avec mon smartphone, même si j'avais pas internet dessus, que je pouvais télécharger des cartes hors ligne et donc les avoir. De temps en temps, tu vas dans un café, tu as la connexion Wi-Fi, tu télécharges les cartes du pays et ça me permettait, en Slovénie par exemple, de pouvoir calculer l'itinéraire qu'on allait faire en Slovénie. Et l'idée, c'était quand même de ne pas avoir le téléphone sur le vélo, sur le guidon. Pas accroché. Non, pas du tout. Non. Mais voilà, comme disait Sandra, on calcule en amont l'itinéraire et de temps en temps, dans la journée, on check, sachant que c'est simple, on sait qu'on devait passer par telle ville, qu'il fallait attendre au moins 15 km avant de changer de route. On retient 3-4 infos comme ça. Et dans tous les cas, on n'a jamais fait plus d'1 heure et demie de vélo sans jamais faire de pause. Parce qu'on a un truc à récupérer, parce qu'on veut faire une pause, parce qu'on veut faire pipi ou quoi que ce soit. Une photo à prendre. Une photo à prendre. Voilà. Et donc, voilà, on est de temps en temps, on sortait le téléphone. Ah tiens, oui, donc, faudra qu'on tourne dans la deuxième à gauche, etc., etc. Ok, et vous, Mathieu et Emma? Nous, on avait à peu près la même organisation, j'ai l'impression. On planifiait le soir pour le lendemain où est-ce qu'on voulait aller et comment et par quelle route. On n'utilisait pas les mêmes applications, on en a utilisé 3 ou 4, je pense, le long du voyage. Maps.me, vous avez utilisé? Maps.me, on a utilisé Komoot aussi. Les premiers jours, on n'avait pas d'application, donc on mettait Google Maps et c'était très mauvais. Ah ouais, c'est un scandale. Oui. C'est pas trop adapté. Komoot, on avait la version gratuite qui permet pas de guider, mais qui a quand même les informations de dénivelé, de pente, qui donne des itinéraires très précis. En fait, on choisissait les points de passage importants, et ensuite c'est l'application qui choisissait les routes pour nous. Petit détail en plus, on a des compteurs de vitesse sur les vélos, et du coup ça permettait de savoir, dans 4,2 km, on bifurquera à droite, donc on faisait, ça aidait aussi pour la navigation au quotidien. Vous aviez ça aussi? Oui, c'est hyper important. À la fois, là-bas, c'était au début, on l'avait pris
pour aussi savoir combien de kilomètres on fait par jour, combien on a fait en tout, enfin, plus quelque chose au La niveau de défense statistique personnelle. Voilà, plus une curiosité et une envie de savoir, et savoir aussi à combien de vitesse on roule, combien de kilomètres heure. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau de la gestion GPS, c'est pratique de se dire, tiens, dans 4 km, ok, je check, dans 4 km, on y sera, il faudra prendre à gauche, quoi. Donc ça, c'est un petit plus bien sympathique. Ouais, c'était très bien. Après, je rejoins ce que disait Jordan sur le fait qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins répertoriés. Nous, on s'est beaucoup planté en Albanie. C'est très compliqué parce que des routes qui sont indiquées comme étant asphaltées, très bien. En fait, c'est des chemins de boue, des chemins de terre qui passent en plein milieu de nulle part. C'est un cul-de-sac. Bon, attention avec ces applications qui finissent par être vraiment un support auquel on fait confiance. Vérifier, nous on a fini par vraiment prendre plus l'habitude d'aller aussi demander, vérifier, demander un peu aux locaux, avec à nouveau une mise en garde sur les demandes aux locaux, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qu'on a rencontrés qui faisaient aussi du vélo. Et donc en fait, par exemple, en Iran, on s'est retrouvé avec des gens qui nous indiquaient ouais, ça se fait, non, ce chemin très bien, à vélo, il y en a pour 1 heure. Et en fait, il y avait 90 km, c'était en pleine montagne, impossible complètement, donc on se retrouve dans des trucs pas possibles. Donc voilà. Les deux à nuancer, à la fois les applications, c'est un bon support, mais voilà, c'est toujours bien de vérifier le soir, d'en parler, de regarder, et pareil, essayer d'utiliser le plus possible les panneaux et les indications et les locaux, mais voilà, à nuancer quoi, pour se retrouver un peu son petit truc. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, puisqu'on parle des applications, tout ça. Toi, tu disais, Jordan, que tu étais partie en te mettant un peu des idées sur comment tu voulais fonctionner, les cartes, tout ça. Et par exemple, nous aussi, on s'était mis une contrainte. Alors, moi, j'en avais posé 14 000 des contraintes. J'étais partie avec beaucoup d'idées préconçues dans mon voyage. Ouais, voilà, je m'étais mis 14 000 Il y en a beaucoup. Enfin, je m'étais mis beaucoup de limitations mentales, en fait. J'avais plein de peurs. C'est intéressant, et après de voir ce que tu as mis de côté et ce que tu as pu garder, peut-être. Ouais. Bah, du coup, par exemple, là, sur les applications, nous, on s'était dit qu'on voulait vraiment donc faire du bivouac ou alors rencontrer des habitants, dormir chez eux. Toc toc toc, est-ce que ça vous dit? On trouvait le concept très chouette d'aller vraiment rencontrer les gens. Ils disent non, c'est pas grave, on continue, bref. Et en fait, c'était quand même dur à mettre en place. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne, il y a des pays dans lesquels ça fonctionne moins. On a fini par être très fatigué et très usé par l'hiver, chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Et en fait, par exemple, il y a des applications, on voulait pas les utiliser, donc là, non, on va faire des rencontres spontanées, et en fait, il y a des pays où ça marche pas bien avec l'hiver, la fatigue, les gens sortent pas de chez eux, donc il y a moins de rencontres dans la rue, donc nous, ça nous a pas mal aidé d'utiliser 2 applications, donc Couchsurfing, que j'avais déjà, et Warm Shower, qui a la même idée d'accueillir des gens chez soi, mais exclusivement des cyclistes, quand on est un cycliste soi-même. Et ça permet de rencontrer des gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire du voyage à vélo, donc qui savent ce que c'est que d'être à la route, de s'être pas douché pendant 12 jours, tu viens, tu pues, t'es fatigué, et peut-être t'as pas envie de passer une soirée à faire des échanges culturels, peut-être là ce soir tu veux juste une douche chaude et dormir. Donc ça permettait aussi d'être avec une communauté plus bienveillante que juste des rencontres spontanées où oui, je vais appeler ma tati, et là on va sortir, et là je vais t'amener faire la boîte du village, et toi t'es là juste... Je voulais me Je veux reposer. juste m'écrouler par terre et dormir, pitié. Donc ça permet de rencontrer, ces applications elles sont pas là pour rien, donc à nouveau, voilà, je pense qu'on est tous partis avec des idées de comment le voyage doit être et une esthétique, voilà, ça serait trop bien si c'était comme ça. Pareil, à nuancer, nous on s'est dit, finalement peut-être on va lâcher ce truc des applis, tant pis c'est moins spontané, mais ça nous a permis aussi d'être plus tranquille à des moments, quoi, de pouvoir faire des rencontres plus tranquilles. Je vais pas te faire ma phrase. Ouais, voilà. Et vous aviez comme ça une espèce d'imaginaire autour du voyage? On rejoint un peu Emma et Mathieu sur la rencontre humaine des locaux. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis dit, ah super, en plus à vélo, on va avoir le temps, on va passer dans des petits villages, donc on va pouvoir rencontrer les gens. Et en fait, oui, on a pu rencontrer des gens, mais de façon très briève, très éphémère, parce qu'en fait, on est en mouvement constant. Et nous, on a notre trajet du jour, et donc en fait, on veut aller jusque-là, donc on a le temps de s'arrêter, mais un petit peu, et on veut repartir. Ou alors les gens nous interpellent et nous proposent de venir dormir chez eux, mais il est midi. Sauf que nous, on avait prévu d'aller plus loin, donc on ne s'autorise pas à ce moment-là, ou ça ne nous correspond pas, en tout cas... sur le rythme qu'on s'était prévu dans la journée. Plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Quand tu es sur un voyage de, disons, 15 jours, tu peux le faire en mode super intense, où tu vas te coucher tous les soirs peut-être à minuit parce que tu as échangé avec des gens.
quand tu es sur une temporalité de voyage un peu plus longue, tu as besoin aussi de temps de repos, clairement. Parce que être dans la rencontre, quand bien même tu vas pas courir à 100 mètres, c'est quand même quelque chose qui te prend de l'énergie, au moins mentale. Il y a eu plusieurs fois où on s'est vu, entre guillemets, refuser des offres de rencontres, d'hébergement, parce qu'en fait, on avait juste envie de se coucher, comme tu disais, à 18h, tranquillement, dans faire notre nos tente, trucs, de pouvoir partir le lendemain à l'heure à laquelle on a envie. Ne pas parler anglais Mm. aussi, parce que ça peut être fatigant. Du coup, je fais le parallèle avec un autre type de voyage, un ami qui est parti en itinérance seul à pied jusqu'en Égypte, en partant pareil du sud-ouest de la France. Et lui, par contre, son projet, c'était de partir donc, seul et sans argent. Bon, bah finalement, il était dans un autre type de voyage qui était beaucoup plus porté sur la rencontre. Ça faisait partie de son voyage, intégrante. Et du coup, bah lui, des offres d'hébergement, de rencontres, jamais il en a refusé, parce que c'était quelque chose dont il était vachement en demande. C'était un besoin même. Un besoin même. Nous, donc Sandra et moi, comme et même Mathieu, on est partis en couple. On a déjà une personne avec qui échanger, un binôme. On est parti quand même bien équipé, avec un peu d'argent, du matériel pour être en autonomie, que ce soit pour manger ou pour dormir. Le soir, tu vas plutôt chercher à aller à l'extérieur des villes. Tu dors pas dans une ville, de toute façon, quand tu es en bivouac ou rarement, même si ça ne nous a pas empêché de le faire, mais dans des parcs où tu te mets pas sur une place centrale. C'est plus compliqué, quoi. Du coup, voilà, c'est un ensemble de plein de facteurs dans cette façon de voyager qui font que bon, bah, les rencontres sont pas... Il y en a eu plein, mais t'es pas dans une recherche extrême de ça. Enfin, en tout cas pour nous, Sandra et moi, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Moi, je nuancerais un tout petit peu, j'ai l'impression que c'était un peu différent. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu vraiment ce besoin de rencontre malgré tout. En fait, par exemple, on parlait tout à l'heure de préparation, et au début, on avait parlé un peu d'un fil rouge conducteur. Moi, j'avais envie de faire des portraits de gens, et je peins. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place finalement. Et en fait, moi, j'étais hyper mal à l'aise avec ne pas avoir de fil conducteur, en fait, partir pour partir. Il y avait plein de choses. Et du coup, on était quand même très demandeurs pour le coup quand même de rencontres, j'ai l'impression. Enfin, on est quand même allé beaucoup vers les gens. Je crois pas qu'on ait trop refusé d'offres, mais par contre, ça nous est vraiment beaucoup arrivé de sentir cette fatigue de charge mentale. C'est très dur en fait, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal dans le stop, même si c'est très très chouette le stop. C'est de la rencontre brève où tu réexpliques tout. Et en plus, nous on sentait cette pression de... Comme c'est des gens d'un pays étranger auxquels tu as envie de faire bonne impression, tu as envie de leur parler du voyage, de leur donner peut-être envie, de les ouvrir sur c'est quoi la France, c'est quoi des Français, en fait, on va pas arriver en râlant et en disant on est fatigué. Il y a toujours une... Moi en tout cas, je me sentais à des moments en représentation de c'est super chouette, tout va bien, alors que non, on avait passé une journée difficile, c'était pourri. Les gens ils vivent des trucs aussi durs, ils t'accueillent chez eux, oui, t'es joyeux, alors qu'en fait ça correspond pas vraiment à ce que tu ressens. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un décalage entre... Il y a un décalage dans la rencontre à des moments. Donc c'est pas facile à gérer. Aussi sur ce sujet des rencontres qu'on peut faire avec les locaux, évidemment ça varie énormément d'une culture à l'autre et d'un pays à l'autre. Il y a des pays où c'est très très compliqué de recevoir de l'aide, d'être accueilli, où on a eu des moments où vraiment on était dans des grosses galères, on avait besoin d'aide, on n'en a pas reçu. Alors qu'à certains autres endroits, tout allait bien, mais on était assaillis de partout, tout le monde voulait nous inviter, tout le monde était hyper surpris, hyper curieux de nous voir débarquer au milieu de leur village, en pleine campagne, où ils voient rarement des étrangers. Et nous, c'est beaucoup ça qui a fait la différence entre des moments où on était très seuls, en fait. Les premières rencontres qu'on a fait, c'était en Albanie, des rencontres spontanées, vraiment de gens qui nous invitent et... alors que c'est pas prévu et où on découvre leur famille et leur maison et on passe des soirées comme ça un peu surprenantes. Et en fait tout le début du voyage, on l'a fait très seul finalement. On a rencontré beaucoup de monde, mais parce que c'était des amis ou parce que c'était des applications ou d'autres voyageurs. Et c'est à partir donc de l'Albanie que les cultures commençaient vraiment à être hyper hospitalières. L'Albanie, c'était vraiment un pays à part, en Europe en tout cas. Nous, il nous a semblé tout droit sorti du bout du monde et posé là, au milieu de rien. C'est entre la Croatie et la Grèce qui sont hyper touristiques et hyper balnéaires l'un comme l'autre.
Et l'Albanie, bah, c'est un pays qui est très très pauvre déjà. Alors, on ne sait pas si c'est lié à ça ou pas, mais nous on a eu 3-4 expériences assez incroyables coup sur coup. Et en fait, on l'a traversé en 10 jours pluvieux dans des paysages pas tellement intéressants. Et pourtant, on en garde un souvenir incroyable Nous, c'est pareil, de l'accueil qu'on a eu là-bas. Oui. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites, du coup, vous quatre sur les rencontres. Et je pense que ça peut permettre aussi de rassurer les personnes qui nous écoutent parce que tout le monde n'est pas hyper sociable, tout le monde n'a pas forcément envie de rencontrer. Bon, ça dépend des personnalités. Et moi, l'image que j'ai des voyages un petit peu comme ça, c'est qu'il faut aller dormir chez les gens. Et vous n'aviez pas ce besoin-là forcément, vous l'avez moins fait. Et ça fonctionne aussi. Il faut vraiment pas culpabiliser, c'est tout à fait ok de se sentir fatigué. Et puis comme tu disais, parler en anglais. Moi, c'était beaucoup moi qui parlais avec les gens parce que je maîtrisais mieux les langues et j'étais hyper fatiguée, quoi. Enfin, de tenir en fait la discussion, de devoir tout réexpliquer, représenter le projet à chaque fois. Enfin, c'est quand même une grosse fatigue. Donc il faut tout à fait poser ses limites et voilà, bien déterminer quel type de voyage on cherche. Jordan disait, voilà, il y en a qui vont partir où c'est vraiment la rencontre qu'ils cherchent, d'autres un peu plus nuancés. C'est pas parce qu'on part loin et qu'il y a des cultures à découvrir que forcément il faut absolument aller chez les gens, manger comme eux. Nous en plus on était un peu mal à l'aise par exemple dans les rencontres. Nous on est végétariens et on n'était pas très à l'aise en fait parce que moi j'avais pas envie de manger comme eux en fait, j'étais pas super à l'aise donc il y a des fois ça passait, à la fin on a laissé tomber parce qu'en fait c'était trop compliqué et puis les gens t'offrent ce qu'ils ont donc on faisait un peu mais il faut pas se mettre de pression, les rencontres c'est pas non plus facile, c'est pas évident et c'est pas obligé. Mais je reviens sur ta question, nous aussi on avait cet imaginaire-là qu'on connaissait, qu'on avait eu de retour d'autres voyageurs. Parce que c'est ce que tout le monde dit. Voilà, de rencontres incroyables, de peuples très hospitaliers. Et du coup ça existe, mais nous sur les itinéraires qu'on a eus, en tout cas en Europe, c'est pas du tout systématique. Et globalement, sur les 2-3 premiers mois, nous on n'avait pas rencontré ça et on avait l'impression qu'on faisait quelque chose qui allait pas ou que c'était étonnant. En fait, ça vient plus tard, mais ce qui nous a surpris à l'inverse et auquel on s'attendait pas, du coup on s'est rencontrés nous. En fait, on a énormément rencontré d'autres voyageurs à vélo et c'est quelque chose qui a été très riche parce que du coup on restait beaucoup en contact les uns avec les autres. On s'est revus dans tout un tas de pays par la suite. Plusieurs semaines, mois d'intervalle. À chaque fois à se suivre un peu, à s'envoyer des messages. Oui, toujours sur la route et à se donner des conseils sur les villes. Passez surtout pas par là. Des ponts qui avaient été détruits et qui obligeaient de faire 1 ou 2 jours de détour. Du coup, on se prévenait. Et, en fait, on avait des trajets plus ou moins similaires tous. Donc ça permettait de se revoir à intervalles réguliers. Le point fort, ça a été donc au Nouvel An. On est resté en contact avec des gens qu'on avait croisés et donc on savait un peu qu'eux avaient pris telle route et qu'ils avaient rencontré un autre couple qui était allé dans tel endroit. Sans trop s'organiser, on s'est tous retrouvés à Athènes. On avait loué un grand appartement et on était une 18 au plus haut de la soirée. 16 cyclistes et 2 voyageurs avec un camion. Pratiquement tous francophones. Oui. Oui. 2 Allemands mais que des Français, des Belges un peu. Et encore, c'est que ceux que nous on a rencontrés, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a sûrement plein d'autres petites caravanes de cyclistes qui sont faites à 2-3 jours d'intervalle et que nous on n'a pas croisés. Mais en fait, c'est des itinéraires, quand on continue à regarder les pages de voyage à vélo, mais il y a tellement de monde. Enfin, vraiment, ça c'est un truc, c'est impressionnant. C'est impressionnant et nous, par exemple, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que on est parti pas assez préparé. Moi, il y avait plein de questions que je m'étais pas posées ou que j'avais pas mûries sur la légitimité à partir en voyage. La préparation, le fait d'être trop jeune, machin. Bon bref, il y avait plein de choses que j'avais pas réfléchi. Et le fait de rencontrer d'autres gens, ça a été une grosse source de soutien et de prise en confiance de ok, il y a d'autres gens qui le font, ils nous ont montré d'autres modèles, et en fait chacun faisait à sa sauce. Il y en avait qui étaient hyper branchés nature, d'autres hyper branchés fête. Enfin, chacun avec sa façon de voyager et ça c'est super. Le voyage à vélo, je pense que c'est peut-être chaque groupe l'est, mais en tout cas j'ai trouvé ça particulièrement bienveillant comme communauté et d'entraide. Enfin, nous on a rencontré des gens très chouettes, quoi. Moi je voulais juste rebondir vite fait parce qu'on en parle pas mal à demi-mot, mais du coup nous notre projet c'était d'aller en Iran, on s'est arrêté en Turquie. Vous, votre projet c'était d'aller en Turquie, vous avez été jusqu'en Iran, on a switché.
Mais du coup, finalement, il y a quand même un entonnoir, qui est le détroit du Bosphore, avec la ville d'Istanbul, qui mène beaucoup de cyclo-voyageurs, en tout cas pour ceux qui ont envie de passer de l'Europe à l'Asie. Et j'ai l'impression que 90% des voyageurs à vélo, ou des voyageurs tout court qui veulent faire une itinérance de l'Europe vers l'Asie, passent par ce détroit du Bosphore et donc cet entonnoir. Et d'ailleurs, en fait, c'était un itinéraire que nous, on n'avait pas nommé comme tel et on ne savait pas qu'il existait, mais c'est la route de la soie, en fait. Ouais. C'est tous ces voyageurs qui mettent cap à l'Est depuis des temps immémoriaux d'échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Et donc, cette grande route de la soie mythique qui a fait rêver tant de monde, en fait, voilà, il y a cet imaginaire-là qui fait qu'il y a tant de gens qui partent à l'Est. Parfois, nous, on avait envisagé à un moment d'aller jusqu'au Japon. Enfin, il y a plein de choses qui se sont posées. Et en fait, c'est en rencontrant des gens qui nous disent, voilà, nous, on suit la route de la soie. Ah bon, manifestement, nous aussi, on part vers l'Est. En tout cas, c'est cette idée-là, je crois, qui nous portait tous un peu à partir par là et pas vers le nord, le sud. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire 2 parties dans cet épisode. Parce que là, on en est encore à la première partie et on en a pour plus d'1 heure d'enregistrement. Déjà. Donc, on va faire 2 épisodes finalement, je pense. Ce sera Ok. On va faire un épisode, ce sera celui-là sur le voyage d'une manière générale et l'autre épisode sur le côté un peu sensibilisation. Oui. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait un voyage comme ça ? Est-ce qu'on est obligé d'en faire un truc forcément ou juste on peut juste voyager pour voyager ? Très bien. Bien sûr. Ouais. Parce que je me dis sortir un épisode de plus de 2 heures. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, si tu dois partir et que tu rates la Ouais, moitié. je sais pas quelle heure il est. Ah mais oui, tu dois partir. Ah, mais Ah oui. depuis Il est 10 là. minutes. Oh, pardon. Mais il n'y a pas de J'avais souci, pas vu, je me suis fait désolée. plaisir à... Mince. Et voilà, c'est... En fait, merci Mais c'est passé trop vite. Non, mais Merci c'est de, bien. Ouais. de On nous peut en proposer de parler faire ce pendant les podcast. Ça fait. C'est chouette. Ah oui, on parle de choses qu'on a vécues, donc déjà c'est le truc qu'on maîtrise, le sujet qu'on maîtrise le mieux de nos Et vies. c'était long, on a vécu plein de choses, on a plein de C'est choses à ça, c'est raconter. pour remonter. J'ai l'impression qu'on n'a rien dit, oui. Bah oui. Bah ouais, on a abordé à peine le début, il y a toutes les anecdotes, la difficulté, Là, je voulais vous parler toujours dans ce thème du côté bivouac. Comment est-ce que vous avez choisi cet hébergement ? Et du côté aussi finance, est-ce que vous travaillez pendant ce voyage ? Est-ce que vous aviez laissé assez de côté ? Enfin, comment on finance un voyage comme ça ? Est-ce qu'on fait que du vélo ? Ou est-ce qu'on fait d'autres trucs à côté ? Mais du coup, si ça vous va de faire un 2e épisode pour terminer On garde ça. Avec En plus tard. Voilà. Ouais. Ça On nous- s'arrête là et on fera Ça la nous va. prochaine Ouais, fois. ça fait un petit teasing et on parlera du côté sensibilisation. Parfait. Côté sensibilisation, et moi ce que j'aimerais vraiment aborder, c'est les limitations, tout ça. Enfin, voilà, ce qu'on imagine du voyage et la réalité que c'est. Et aussi, tu l'avais dit, entre ce qu'on attendait et je sais pas, les retours positifs. Enfin, nous, on a été dépassés par plein de choses, par les rencontres. Il y a plein de choses qui ont été beaucoup plus positives, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Et à l'inverse, des choses qu'on avait sous-estimées. La difficulté à voyager en hiver. Enfin, voilà, des choses comme ça qui nous ont... Les pas journées mal, courtes. Voilà. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.